sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nyikienu. Neongo. Bere. Audanse. J'ai divisé cette expérience en 2 épisodes au lieu d'un seul afin de rendre l'écoute plus agréable. Les 2 épisodes sont diffusés le même jour. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Aujourd'hui, c'est Mariama qui nous partage son expérience de retour. Mariama est la fondatrice de Zamani, une marque d'accessoires fabriqués entièrement à la main avec des matériaux locaux au Niger. Mariama nous parle de son envie d'impacter son environnement en créant de l'emploi et en portant haut l'artisanat africain. Elle nous parle de la difficulté à mettre en place une entreprise 100% locale, mais aussi fait de ne pas être toujours comprise dans un pays où la religion et la tradition se mêlent. C'est une femme déterminée, courageuse, avec des valeurs fortes qui m'a confié son parcours et je ne peux être que admirative. Zamani, ça vient de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Zamani, c'est en langue locale du Niger. C'est valable aussi bien en germain que en Hausa. Et ça veut dire une nouvelle ère. C'est mode, quelque chose de nouveau. Zamani, c'est, quand on dit Zamani, c'est vraiment une nouvelle ère de quelque chose. Donc, c'est quelque chose de nouveau, en fait. Donc, j'ai voulu vraiment que la marque ait vraiment cette identité culturelle aussi à travers les ornements qu'on utilise, comme la croix d'Agadez et tout ça, qui est un symbole typiquement nigérien, que dès qu'on voit, qu'on sache d'où ça vient. Donc, que ça soit pour le nom de la marque ou bien pour ce qu'on utilise pour la confection des accessoires. Parce que l'ingénierie financière et la mode, on peut dire que c'est 2 mondes totalement différents. Il y a un où on se dit que c'est sûr parce qu'on travaille pour une entreprise et l'autre où vous vous lancez à votre compte. J'ai un master en ingénierie financière parce que moi, j'ai fait à la base des études en finance et aujourd'hui, je me retrouve dans la mode. Donc, c'est deux domaines complètement opposés, quoi. Vous aviez commencé à travailler déjà en ingénierie financière ou là, vous continuez toujours à le faire? Pendant un moment, je travaillais dans une entreprise de la place. Mais pendant quelques années, par exemple 2 ans, 3 ans, j'ai vu que c'était vraiment très difficile de suivre les 2 livres à la fois. J'ai essayé quand même de faire les 2 à la fois. Au bout d'un moment, ça devenait vraiment très compliqué, donc j'ai dû prendre la décision de me consacrer totalement à mon activité. Est-ce que les parents ont compris le choix? Disons c'est sûr qu'on te demande est-ce que tu as bien réfléchi, ça te met beaucoup de doutes au début parce que les gens vraiment, c'est comme si ils se demandent est-ce que tu prends la bonne décision. Mais après, moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand je me sentais prête. C'est toujours ce que je dis aux gens souvent. Ne prenez pas les décisions, ne faites pas parce que tout le monde veut que vous fassiez ou bien parce que vous avez vu. Moi, j'ai pris du temps avant de lâcher mon boulot, c'est vrai. Je l'ai pas fait sur le coup. J'ai longuement réfléchi, je me suis donné du temps. Et quand je me sentais prête, je l'ai fait. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre à mon entourage que c'est ma décision et que je pense que je me suis donné le temps de bien mûrir cette décision. Après, il y a forcément des risques, des doutes, des incertitudes. Tu quittes d'une zone, entre guillemets, de confort et de certitude, parce que tu sais qu'il y a une certaine sécurité, etc. Avec tout ce qu'il y a comme avantage. Tu sais pas si ton projet va marcher, si ça va continuer, est-ce que, donc il y a plein de questions. Moi, heureusement, j'ai eu aussi, c'était une femme directrice, a été très compréhensive et elle m'a dit, écoute, on sait que tu as une activité parallèle, ce qui n'est même pas permis dans certaines entreprises, mais si c'est ta décision, vraiment, elle a été très très compréhensive. Si c'est ta décision, il n'y a pas de problème, quoi. Et j'ai déposé ma lettre de démission comme ça. Et malheureusement, juste après ma décision, il y a eu le Covid, qui pouvait faire en sorte que je regrette mon choix, ma décision, parce que le Covid est tombé comme ça, je n'avais pas prévu ça. Mais je ne veux pas dire que je regrette parce que c'est venu de moi, en fait. Donc, il fallait simplement assumer et aller de l'avant. Et vous avez lâché votre travail pour vous consacrer à ça. Donc, on va dire, c'était en 2020.
que vous avez... Exactement. D'accord. Exactement. Vraiment, juste avant le début de toute cette histoire de Covid, là. Ok. Vous avez fait vos études à l'étranger, vous êtes rentré ou vous avez toujours été là sur le continent africain? J'ai fait mes études sur le continent africain. J'ai fait une partie au Burkina, une grande partie d'ailleurs, j'ai un peu grandi là-bas, D'accord. et une partie au Maroc. Donc c'est vrai que le Niger, mon pays même natal, c'est vraiment quelques longues années après que je suis revenue, et c'était en 2017, 2016, 2017. Et ça aussi, ça a été un peu compliqué le retour parce qu'il fallait se réadapter à tout un système, etc. Le Burkina et le Niger, par exemple, c'est deux pays limitrophes, mais même les mentalités sont complètement différentes, quoi. D'accord. Donc, Et comment la réadaptation se passe quand on a vécu toute notre vie à l'extérieur de notre pays, dans un pays africain, qu'on revient chez soi? Est-ce qu'on se sent tout de suite comprise? Est-ce qu'on comprend tout de suite les gens sur place aussi? moi, honnêtement, je me dis que la sensation est la même pour moi, en tout cas, c'est plus ou moins la même pour quelqu'un qui quitte même de l'international, que ça soit vers la France ou quelqu'un qui quitte complètement le continent africain, qui revient en Afrique. J'ai eu cette même sensation. Pourtant, c'était pas hors de l'Afrique. C'était très, très difficile. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à m'adapter à 100%. Ça veut dire que je suis nigérienne, je suis fière de mon pays, mais c'était très difficile. C'est passé par plusieurs phases, crise en famille, etc. Tout ça, le refus de revenir, parce que j'ai fini mes études, mais je suis quand même restée 1 an parce que j'hésitais à rentrer, je réfléchissais, est-ce que je vais pas trouver un travail là-bas à l'extérieur, rester. C'était au Maroc quand j'ai fini, je devais rentrer automatiquement, mais je suis restée 1 an de plus en train de faire des petits, comme on dit, des jobs d'été, des petits trucs, dans l'espoir de trouver du boulot là-bas. Mais bon, après, les pays maghrébiens aussi, l'insertion professionnelle là-bas est très compliquée. Et mes parents, ils m'ont dit, bon, écoute, tu vas pas passer toute ta vie à tourner à gauche, à droite dans les petits trucs de call center, machin, etc. Rentre et puis tu ne sais pas. Donc, j'appréhendais ce retour-là. Je ne voyais pas d'issue, entre guillemets, quoi. Et, Mais qu'est-ce qui était le plus difficile? Qu'est-ce qui faisait le plus peur dans le fait de rentrer? Vraiment, moi, la plus grande partie pour moi, c'était les mentalités, vraiment. Ici, par exemple, c'est un pays vraiment assez particulier. Je ne veux pas mettre ça dans la plupart des pays africains parce que c'est différent de la Côte d'Ivoire, c'est différent du Sénégal qui ont une très grande longueur d'avance. C'est le Niger, le Tchad, le Mali, etc. C'est des pays où il y a beaucoup de poids, que ça soit vraiment culturel, de la société, de beaucoup de choses qui font que la femme qui veut vraiment s'insérer de façon très professionnelle dans un monde où, en tout cas dans une société où la femme a une place, l'homme a une place, etc., c'était très compliqué. Et les gens ne te voient pas de la même façon que toi, tu rentres au pays avec de nouvelles idées. Tu veux tout de suite venir, je sais pas comment vous expliquer, mais... Oui, les gens n'acceptent pas le changement, surtout quand ça vient d'une femme, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, vraiment, j'appréhendais ce retour-là. Je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je savais très bien que ça n'allait plus être la même chose. Ce n'est plus les mêmes habitudes, ce n'est plus les mêmes façons de voir. Il faut que je m'adapte au comportement et beaucoup de choses, vraiment. Et ça a été difficile. Ça a été très compliqué, mais après, Zamani est venu et puis je me suis accrochée à ça pour diminuer un peu, on va dire, ce côté-là. On peut se tutoyer? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, tu me dis que tu t'es adapté sans vraiment te conformer. Parce que, malgré tout ce poids-là, tu t'es adapté parce qu'il faut que tu te fasses accepter. Mais ça veut dire que tu gardes toujours les idées venues d'ailleurs quelque part dans ta tête et tu continues à faire à ta tête. Exactement. Ça veut dire que je suis dans le pays, j'essaie de m'adapter d'une manière ou d'une autre parce que sinon, mais j'ai toujours la façon de faire qui est d'ailleurs. Je ne me suis pas totalement adaptée en fait. C'est ce qui fait que souvent il y en a qui peuvent ne pas te comprendre ou bien ne pas mal interpréter certaines choses, que ça soit dans le professionnel ou bien dans la vie, dans la société de façon générale. Il fallait que je trouve un équilibre, en fait. Ne pas perdre qui je suis, parce que
Je suis cette femme-là, j'ai cette ouverture d'esprit vraiment sur tous les plans, mais en même temps, je fais des compromis pour l'activité que je mène, mais vraiment pas totalement, pas totalement. Comment vous partez de l'idée au concret? L'idée de Zamani vous vient et comment vous le mettez en place pas à pas depuis les premiers moments? Zamani, comme j'ai dit, tout est vraiment la plus venue du fait que déjà je ne me sentais pas dans mon assiette ici et je me suis dit, je vais commencer par des stages et tout. J'étais là, je faisais quelques petits stages dans les sociétés. Je me suis dit, bon, parce que ici, bon, même rien ne te dit que tu vas décrocher un contrat ou quelque chose comme ça. Et on passe tout le temps à te renouveler, à te prolonger les stages, te prolonger. Un stage de 3 mois peut passer à 1 an. Ça peut aller rapidement à même 2 ans. Il y en a qui font des stages. Bon, le système est un peu compliqué et c'est étant stagiaire, en travaillant dans une entreprise de la presse que j'ai commencé à même rédiger le projet Zamani. J'étais assistante dans une entreprise de la presse, mais j'étais là, je rédigeais, je réfléchissais, j'avais commencé mes prospections vraiment petit à petit avant de vraiment lancer de façon concrète ce que j'avais en tête. Je savais que je voulais, au retour du pays, je voulais faire cette activité, monter cette marque, mais vraiment que ça soit fait ici, avec des matières locales d'ici. Ça est en fait un aspect social aussi. C'était toute une chaîne qui ne pouvait pas se faire aussi du jour au lendemain, mais j'ai attendu quand même au moins 1 an avant de sortir les premiers échantillons même. J'ai vu dans une de tes vidéos que tu disais les accessoires parce qu'il n'y a pas réellement d'accessoires, il n'y a pas vraiment de marque africaine qui crée des accessoires. Avant Zamani, je vendais des petits accessoires quand je rentrais en vacances, que je revenais vendre, etc. Bon, des petits trucs comme ça de jeunes. Et on avait aussi avec une amie des pages de mode qu'on alimentait. Bon, vraiment, je m'intéressais à ça, mais parce que la mode, c'est vaste. C'est très vaste. Il y a les accessoristes, les stylistes, les comme ci, les comme ça. Et moi, je ne voulais vraiment pas ou en tout cas au début, me lancer dans tout ce qui était stylisme et tout ça, bien que j'aime beaucoup la mode, parce que c'est un domaine plus ou moins saturé aujourd'hui. Le stylisme est à l'ère, en fait, du siècle. Et donc, j'ai dit non, je vais faire un domaine qui n'est pas encore connu. Il n'y a pas beaucoup d'accessoiristes ici. En fait, même partout, il y en a pas beaucoup. Même dans les défilés, quand on va, la plupart des défilés auxquels j'ai eu à participer, j'ai été plus ou moins la seule accessoiriste. Il y en a même dans certains événements, ça a été inauguré par moi, parce que c'était tout un concept nouveau. Après, il y a des accessoires qui existent en Afrique. La maroquinerie est là, les gens, le cuir, le wax, on voit beaucoup de petits accessoires en pagne, en ceci. Mais arriver à focaliser vraiment, avoir une ligne directrice, à dire, voilà ce que je veux faire. Exactement. C'est-à-dire canaliser le tout, en fait. Et les matières que j'utilise aussi c'était connu, mais pas comme de la manière dont je les utilise. Donc, c'était, en fait, redynamiser, en fait, pour moi, ce secteur, surtout au Niger, comme j'ai dit, où c'est un pays où tout était à refaire, absolument tout. En tout cas, il y a 4-5 ans, il y avait une longueur d'avance par rapport, les autres pays avaient une longueur d'avance, et pour moi, c'était aussi quelque part un défi à me dire, bon, personne n'entend parler de ce pays, je sais que je peux apporter quelque chose, je sais que je peux faire valoir et faire connaître, véhiculer une image d'ici, et je le fais à travers mes créations et mes accessoires. Et après 4-5 ans, ça a commencé à avoir une petite notoriété. Il y a des gens qui connaissent le pays à travers Zamani, mais il y a encore beaucoup de choses à faire ici qu'il faut faire évoluer, quoi. Donc, on va dire que le terrain n'était pas si favorable que ça, parce qu'il y avait la matière première, il y avait les artisans, mais est-ce qu'il a fallu faire des modifications justement dans la manière de faire, ou bien les artisans avaient déjà cette technicité-là? Ah non, non, non. Ah oui, complètement. L'artisanat était là. Le Niger, pendant longtemps, a été connu à travers, on sait qu'on a certaines matières comme l'uranium, le cuir en abondance, mais il n'y avait pas c'est-à-dire ce côté raffiné dans le travail, dans les finitions, etc. Donc, certaines choses étaient effectivement à refaire. La plupart des gens qui voient les sacs Zamani aujourd'hui, à un moment, les gens me demandent même, est-ce que c'est réellement du Niger? Parce que les gens n'avaient pas vu ce visage de l'artisanat là.
On connaît l'artisanat avec le cuir simple, avec des dessins ou avec la croix d'Agadez dans des tableaux vitrés, etc. Mais on ne connaît pas l'artisanat du Niger avec ce type d'accessoires. Donc, c'était, quelque part, je me suis dit, OK, je vais essayer de relever ce défi et de donner une nouvelle image, montrer qu'avec les matières qu'on a, en fait, on peut faire plus. Ça, on peut faire plus. Et après, tu viens avec un nouveau concept qui commence à donner, on va dire, entre guillemets. Aujourd'hui, même dans le pays, il y a des petits conflits d'essayer de s'approprier du concept, etc. Alors que pendant longtemps, vous avez cette matière qui est le palmier, personne n'a pensé à faire ce type d'accessoire. Mais aujourd'hui, parce que ça fonctionne, tout le monde veut s'approprier de ça. Donc, il y a même des conflits internes qu'on ne parle pas de ça peut-être tout le temps parce que, mais c'est tout ça qui rend la chose très compliquée, qui fait que tu ne te sens pas chez toi parce que tu as l'impression que chez toi, tu n'es même pas assez soutenu comme ailleurs, en fait. Moi, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui et la lutte que je mène aujourd'hui. De me dire que chez moi, je ne suis pas suffisamment soutenue, je ne suis pas suffisamment valorisée, alors que tout le monde est en train de voir qu'aujourd'hui, on revient, c'est l'ère du consommant local, on est en train de revaloriser tout ce qui vient d'Afrique. Les gens ont compris que ce n'est pas forcément ce qui vient de Dubaï ou des États-Unis qui est meilleur et qu'en Afrique, on a tout. Mais dans cette même Afrique, on se tiraille, on se mange, c'est ça qui est quelque part dommage. Comment sort le premier prototype? Est-ce que tu dessines ou bien est-ce que tu as quelqu'un sur place qui a compris? Il y a quelqu'un qui arrive à être tes mains. Quand tu as une idée en tête, il arrive à concrétiser. Quand j'ai commencé, je commençais vraiment avec pas une grande équipe parce qu'il fallait d'abord même organiser des formations avec heureusement un projet étranger qui a eu à nous accompagner. Mais avant de faire les formations pour trouver l'équipe, former mon équipe pour qu'ils travaillent avec moi, mais avant les formations, j'ai travaillé peut-être avec une personne ou deux personnes où j'expliquais réellement ce que je voulais. Et que quand j'ai approché ces personnes au début, ils n'avaient pas compris réellement ce que je voulais. Donc, puis il y avait le langage aussi parce qu'au Niger, il y a aussi les ethnies. Moi, je parle germain, mais je peux ne pas parler Hausa. Et si je tombe sur quelqu'un qui est Hausa, il faut faut traduire, bon, plein de choses. Mais on se comprenait et j'arrivais à expliquer et à parfois illustrer à travers des petits dessins tout simples qu'ils comprennent. S'ils comprennent pas la langue que je parle, qu'ils comprennent ce que je veux. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup plus travaillé avec des échantillons. Je travaille vraiment en inspiration. Dès qu'une idée me passe par la tête, même en pleine nuit, dès que ça me passe par la tête, il faut que je le matérialise. Et avec cette personne, on a commencé à faire les échantillons. C'est après que j'ai formé des équipes pour le côté vannerie, etc. Et pour la formation, il fallait faire des demandes, etc., d'appui, tout ça. Donc, ça s'est pas fait automatiquement quand même. Et ces personnes étaient des salariés ou ils étaient à leur compte et vous les payez au travail qu'ils vous fournissaient, c'est-à-dire des sous-traitants au départ? Aujourd'hui, les personnes là travaillent avec moi dans l'entreprise Zamani, au nom de Zamani, sous contrat, etc. Mais il y a 4-5 ans, c'était pas le cas. Parce qu'il y a 4-5 ans, je n'avais pas les moyens d'ouvrir un atelier, je n'avais pas de machine, je n'avais pas de X, Y, etc. Au début, cette personne avec qui je travaillais, les deux personnes, ils n'étaient pas dans mon atelier. C'est moi qui allais vers eux. C'est moi qui allais vers eux et je les expliquais. Ils laissaient eux leur production à la limite pour s'occuper pendant une durée déterminée de moi, ma production. Voilà, on se focalise sur ça. Et ensuite, jusqu'à ce que je tombe sur justement le projet en question qui m'accompagne. Et c'est là que je les ai fait venir. J'ai ouvert mon premier atelier et 1 an plus tard, j'ai ouvert la boutique. Et là, l'équipe travaille à Zamani. Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui commence et qui s'approche de cette population-là, des gens qui ont du savoir-faire, mais du savoir-faire appris peut-être parfois de génération en génération, quelle est la manière de les approcher? Parce qu'il y a forcément une manière de les approcher qui n'est pas la même manière nous, on va pratiquer en entreprise. Tout à fait, exactement. Et ça, vous avez quand même effleuré un très bon sujet parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris au détriment plus tard. Mais il y a une manière de les approcher parce que cette couche de la société, c'est vraiment, ça fait partie des couches un peu vulnérables. C'est des gens qui n'ont pas forcément fait l'école, c'est des gens qui sont plus ou moins parfois frustrés et qui peuvent avoir des comportements que celui qui a fait l'école et qui a une façon de faire académique dans l'entreprise ne peut pas comprendre.
moi, aujourd'hui, pour avoir travaillé avec des artisans, les femmes rurales dans les villages, etc., ça demande vraiment une stratégie, une façon de se comporter et de gestion du personnel. Les ressources humaines, c'est là que tu le comprends, la gestion. C'est très compliqué. Et ils font partie de la couche la plus compliquée à gérer. Donc, c'est trouver la bonne manière de les faire comprendre que ce dans quoi tu veux les embarquer n'est pas que pour toi. Parce que moi, au début, je fais comprendre que si c'était que pour moi, je me serais contentée de rester dans mon entreprise. J'avais mon salaire, mon assurance, mes avantages. Et voilà, je ne fais aucune valeur ajoutée à mon pays. Mais c'est quelque chose que j'ai tenu à cœur. Je me suis dit, en tant que je l'ai fait de façon très sincère, patriotique, à apporter ma pierre à l'édifice à ce pays-là. Même si je pars dans toutes les banques ou bien dans les ministères pour leur déposer un business plan. Écoutez, j'ai un bon projet pour ce pays, vous ferez mieux de m'accompagner. Et puis voilà, on va même pas, c'est belle si tu sais se passer, on m'a même pas calculé. Mais quand ça a commencé à marcher, là, j'ai vu des gens venir vers moi. Donc, c'est de leur faire comprendre que c'est pour vous avant tout d'abord. Parce que moi, j'ai tenu à insérer, par exemple, les femmes rurales qui tissent le palmier doux. Aujourd'hui, Zamani est devenu une activité pour ces femmes. Et quelque part, comme je l'ai dit moi dans mes interviews précédentes, moi, c'est ça ma réussite. C'est de me dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui comptent sur cette activité et qui ont fait de ça une activité que je ne peux plus reculer. Parce que si je recule, c'est comme, par exemple, pendant le Covid où tout le monde a eu à fermer, je ne pouvais pas fermer. Parce que quand je ferme, eux, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour vous. La manière de les approcher, c'est de leur dire, peu importe le projet que vous avez, c'est que je peux très bien aller faire fabriquer mes choses en Chine, comme font la plupart des designers aujourd'hui. La plupart ne se cassent pas la tête. Et ils vont, on fabrique en Chine, et on te renvoie ici, et puis voilà, tu mets ta griffe. J'ai voulu maîtriser toute la chaîne de production locale, chez moi, ici, que ça bénéficie à des couches d'ici, que ça crée de l'emploi, que ça, etc. Il y a plein de critères. D'ailleurs, c'est pour ça que les projets internationaux vous appuient, parce que quand ils voient que ton projet n'est pas que pour toi et que ça crée de l'emploi et une valeur ajoutée, ils se disent, tiens, c'est une entreprise qui a peut-être de l'avenir pour le pays. Donc, c'était ça l'idée. C'est de leur dire que il faut les approcher dans ce sens. Mais comme j'ai dit, c'est des gens imprévisibles. Tu peux avoir toute la bonne volonté pour les approcher, mais ils sont très, très, très imprévisibles. Est-ce qu'ils sont pas frileux aussi par rapport justement aux gens qui sont lettrés? Est-ce qu'ils n'ont pas peur, pas comprendre tout à fait où on veut les embarquer et finalement d'être perdants, qu'on les utilise? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se sentir utilisés? Oui, il y a quelque part, il y a ça aussi, je me dis qu'ils ont peut-être peur de ça, je pense. Mais par exemple, dans mon cas, moi, j'ai utilisé mille et une manières en fait pour les rassurer, pour leur montrer, et ils l'ont vu. Et ce qui est truc aujourd'hui, c'est que la plupart, c'est eux-mêmes qui disent que, bon, dans la langue locale évidemment, que vraiment depuis qu'ils ont cette activité, ils en font des éloges. Mais comme j'ai dit, ils sont imprévisibles. Aujourd'hui, ils peuvent être dans un état d'esprit. Demain, ils ont un autre état d'esprit. Il faut vraiment, c'est très difficile, moi je vous avoue. Même aujourd'hui, après 5 ans, c'est toujours difficile de canaliser en fait cette chaîne-là. Mais on essaie de, voilà, on se bat. J'espère ne pas lâcher prise parce que c'est très compliqué. Mais je pense que même devant les autorités de chez moi, j'ai eu largement le temps de leur prouver l'impact de cette petite entreprise même qui vient de démarrer, que ça soit sur le plan culturel, économique et social pour le pays. Et ils l'approuvent, ils le voient chaque jour, ce qu'on fait ici, pour ceux qui connaissent Zamani, en tout cas en profondeur. Mais ça ne résout pas certains problèmes parce que simplement on est en Afrique. Là, vous m'avez parlé de formation, de projets qui vous ont accompagné. Qui a formé les personnes de chez Zamani? Les projets qui nous accompagnent, moi dans mon cas par exemple, c'est le projet IDE, c'est un projet piloté grosso modo par la coopération italienne qui vient en appui à des jeunes entreprises qui sélectionnent dans certains pays et qui décident d'accompagner. Donc l'Italie qui est une référence en maroquinerie. Exactement. Donc, tu sais, tu postules et puis bon, s'ils te sélectionnent, c'est par chance. Moi, j'ai postulé, mais honnêtement, l'année où j'ai postulé, je ne savais
vraiment pas de quoi il s'agissait. J'ai juste postulé comme ça parce qu'il y a une dame qui faisait de la prospection, qui ciblait les entreprises, que ça soit sur Internet ou quoi. Elle a dit, tiens, on a entendu parler de vous sur le net, et j'ai cherché votre contact, j'aimerais vous proposer ceci. Elle a amené plein de formulaires à signer. Bon, j'ai rien compris. Je me dis, madame, écoute, je peux pas donner tous ces renseignements parce que je suis au démarrage. Donc, j'ai juste postulé comme ça, sans m'attendre à grand chose. Ce n'est que quelques mois plus tard, je sais plus, c'est 5 ou 6 mois plus tard, qu'on m'a appelé parce que il y a toute une longue procédure pour les sélections. Et c'est là qu'on m'a contacté pour me dire que j'ai été sélectionnée. Et vraiment, aujourd'hui, je peux dire que l'activité Zamani a réellement démarré à partir de là, en fait, à partir de ce projet-là. Parce que c'est par ça que comme j'ai dit, hein, j'ai pu faire les formations, ouvrir les ateliers, m'acquérir du matériel, etc. Et qui a formé? Ce sont des Italiens donc qui les ont formés, c'est ça? Tout à fait, c'est une ONG de la place qui s'appelle TS, Terre Solidaire, et qui accompagne justement les jeunes dans tout ce qui est formation en entreprise, etc. Et moi, dans mon cas, j'avais besoin de formation pour les femmes rurales avec qui que je voulais embarquer dans l'aventure, et ça, ils m'ont accompagné dans ce sens, quoi. Et on a fait venir ces femmes ici en ville, ce qui était compliqué. C'est comme je dis, en fait, il y a vraiment eu un très long travail en amont, parce que les gens, souvent, quand on voit les sacs, il y a énormément de trucs en bas, en fait, parce que même ces femmes-là, il fallait d'abord aller dans justement ces villages en question, travailler d'abord sur les mentalités, parce que il fallait même que les maris en question de ces femmes-là les laissent venir apprendre. Certains ne voulaient pas laisser les femmes venir se former. Il fallait faire une campagne, entre guillemets, de sensibilisation. Leur faire qu'il faut que les mentalités changent au Niger, mais aussi même dans les villages. Qu'on est dans une ère où la femme a le droit de travailler. Vos femmes ont le droit de travailler. Elles ont le droit d'apprendre. Elles ont le droit d'avoir des revenus pour vous aider. On a vraiment fait cette sensibilisation-là. Moi, je me suis retrouvée au village, entourée sur une natte par terre, en train de leur expliquer. Et ce n'est qu'après que certains ont donné leur accord pour que ces femmes-là viennent à la formation. Et c'est tout ça qui rendait les choses plus compliquées que prévu. Encore une fois, c'était les mentalités vraiment. Et donc les maris vont accepter. Il y aura combien de femmes au départ? Au départ, j'avais sélectionné, je sais pas, une quinzaine, quelque chose comme ça. Et finalement, je pense qu'on s'est retrouvé avec 10. On s'est retrouvé avec 10 parce que les autres n'ont pas pu venir parce qu'elles ont dit qu'elles n'ont pas eu les accords de leur mari, tout ça. On s'est retrouvé avec une dizaine qui sont venues, et ça a demandé une petite organisation, parce que là, pour la plupart, c'est des gens, certaines ne sont jamais venues en ville. Oui. C'était comme un nouvel environnement pour elles. Il fallait trouver les logements, les loger, les nourrir, recruter les formateurs, former, les faire venir aussi, tout ça. Et je me suis dit qu'il fallait commencer par ça pour que l'activité puisse démarrer, et on a fait cet investissement, et effectivement, après, ça a commencé à démarrer. Et quand elles voient le produit final aujourd'hui, est-ce qu'elles sont fières de ce qu'elles font, de leur travail? Elles sont étonnées, même, j'ai envie de dire. Elles sont très étonnées. C'est stupéfaites, en fait. Elles arrivent pas à croire que c'est ça. Elles arrivent pas. Jusqu'à aujourd'hui, elles se disent, waouh, c'est ça qui est devenu comme ça. On dit que oui, c'est ça. Donc, c'est une chaîne, vous faites une partie, vous tissez, ensuite ça vient, il y a une autre partie qui est faite avant le montage, etc. Donc, mais le résultat final, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, elles sont tout aussi étonnées que celui qui est en ville, qui voit ce qu'on fait, en fait, à travers des matières qu'on a de chez nous, qui tentaient à disparaître et qui étaient plus ou moins négligées. Est-ce qu'on peut dire grosso modo un nombre de temps qu'il a fallu pour lancer ce projet-là, entre le moment où réellement tu commences à aller voir le premier artisan qui va travailler pour Zamani et le premier sac que tu vends? Il se passe combien de temps environ? À peu près 2 ans. Ouais, parce qu'on a commencé les prospections, disons, en 2017. Mais concrètement, je pense que ça a réellement démarré côté vente et tout ça 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Le temps de tout ficeler, le temps de de commencer à savoir, parce que, comme j'ai dit, c'est une chaîne, en fait. On finit la partie de la confection des articles. Maintenant, il y a aussi
les stratégies, les voies et moyens à mettre en place pour d'abord commencer à se faire connaître sur le plan local et ensuite l'international qui viendra plus tard. Mais sur le plan local, ça passe par des petites expositions par-ci par-là, des petits événements locaux que les gens commencent à connaître. Mais dans mon cas, ça a vraiment commencé par l'extérieur d'abord. Mes premières commandes, c'était de l'extérieur parce que je dis et je répète chaque fois qu'on avait un complexe ici. Les gens préfèrent ce qui vient d'ailleurs. Et pendant longtemps, c'est ce qui s'était passé. Mes premières commandes, c'était ailleurs. C'est quand ils ont vu que ça commençait, les gens appréciaient beaucoup ailleurs, que parfois il y avait des gens d'ici même qui pensaient que c'était pas d'ici. On dit mais non, mais c'est une jeune fille qui les fait, elle est ici en fait. Donc ça a commencé comme ça et c'est là qu'on est revenu au pays. Les gens ont commencé à revaloriser, à s'approprier de ça, de ce qui était fait chez eux. Et la machine est toujours en cours d'ailleurs. Quand tu dis ailleurs, c'est où? C'est ailleurs en Afrique ou bien c'est ailleurs au-delà de l'Afrique? Ailleurs en Afrique d'abord, dans la sous-région. Mais aujourd'hui, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, on arrive à faire des expéditions à l'international, en Guadeloupe, aux États-Unis, partout. Mais ça a pris du temps aussi pour en arriver là, quoi. Quelles sont les pratiques héritées de votre ancienne profession, en fait, qui vous a aidé sur ce projet-là? De la finance. De ma formation en finance. Oui. Mais simplement parce que, aujourd'hui, par exemple, dans la gestion de mon entreprise, j'ai l'impression que quelqu'un ne peut pas gérer ça mieux que moi, quoi. Genre, j'essaye, avec le temps, évidemment, on m'a appris qu'il faut apprendre à déléguer parce que c'est pas possible d'être au four et au moulin. On ne peut pas gérer la production, gérer le personnel, gérer la comptabilité, gérer les CCC. Ça devenait très, très pesant. Et j'ai dû déléguer certaines tâches. J'ai commencé à déléguer après quelques années et tout ça. Mais tu es quand même toujours là à superviser, quoi. Par exemple, chaque fois que tu voyages pour faire les expositions ou bien les défilés, j'ai la tête aussi de l'autre côté. Il faut voir ce qui se passe. Mais par exemple, pour la comptabilité, pendant un bon moment, je la faisais moi-même, quoi. La gestion de l'entreprise, en fait. Tu es le premier entrepreneur de ta famille ou bien il y en a d'autres qui étaient autour de toi? De ma famille, oui, je suis la première, mais aujourd'hui, ma mère, elle a aussi, ma mère est médecin. Elle a ouvert son cabinet dentaire, Koubéni, il y a pas très longtemps. Donc, oui, on va dire, dans la famille, on commence à boiter aussi le pas de l'entrepreneuriat. C'est super. Elle aussi, elle essaye de s'imposer, en fait, sur le plan local avec le nouveau cabinet qui est assez différent, qui répond aux normes internationales et tout ça. Parce que moi, je te vois aujourd'hui, tes photos, je te vois sur les podiums, tu es souriante, tu représentes ta marque, tu représentes ton pays. Mais qu'est-ce qui est difficile dans cette image qu'on donne finalement, parce qu'on est dans un monde d'image aussi, avec les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que ça cache? Tout à fait. Nous arrivons à la fin de cette première partie avec Mariama, la créatrice de Zamani. Je vous rappelle que la deuxième partie est disponible